Dans un cas où on atteint la neutralité carbone en 2050 et on divise par 2 les émissions dans à peu près une dizaine d'années, dans ce cas-là, on stabilise à peu près la situation au niveau atteint à la moitié du XXIe siècle. Dans le cas où les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent fortement au cours du XXIe siècle, on peut atteindre 80-90% de pertes d'enneigement à basse altitude par rapport à ce qu'on connaissait au début du XXIe siècle. Alors, on a des travaux de recherche sur l'étude de l'impact du changement climatique sur les stations de sport d'hiver, en particulier sur l'enneigement, nous montrent qu'il y a des changements en cours sur l'enneigement naturel et des changements importants, en particulier à basse altitude, sur le fait qu'il y a de plus en plus d'hivers peu enneigés, de moins en moins d'hivers bien enneigés, du fait de l'augmentation des températures et qui elle-même est liée aux activités humaines et aux émissions de gaz à effet de serre. Donc ça a des conséquences sur un grand nombre de secteurs économiques en montagne et sur la faune et la flore et sur le mode de vie des gens qui vivent en montagne. Et ça a aussi des conséquences, parmi d'autres, sur les stations de sport d'hiver. Et on a travaillé spécifiquement à mesurer dans quelle mesure la neige de culture, le travail de la neige, le damage, permet d'atténuer une partie de cette tendance et de se poser la question pour les prochaines décennies, en fonction des différents scénarios climatiques, quelles sont les voies, les conditions d'exploitation des domaines skiables du point de vue de l'enneigement et comment la neige de culture permet ou pas, et à quelle échéance temporelle et pour quel scénario, de contrecarrer les effets du changement climatique. Les émissions qui ont déjà eu lieu, elles se cumulent dans l'atmosphère et quelque part elles nous mettent sur des rails, sur une évolution climatique qui est inéluctable à l'échéance de quelques décennies. Pour la deuxième moitié du XXIe siècle, tout dépend finalement des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'humanité. Dans un cas où on atteint la neutralité carbone en 2050 et on divise par 2 les émissions dans à peu près une dizaine d'années, dans ce cas-là on stabilise à peu près la situation au niveau atteint à la moitié du XXIe siècle. Dans le cas où les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent fortement au cours du XXIe siècle, on peut atteindre 80-90% de pertes d'enneigement à basse altitude par rapport à ce qu'on connaissait au début du XXIe siècle. Quand on regarde les données chiffrées, quand on fait des simulations où on tient compte des effets liés aux éruptions volcaniques, quand on regarde le rôle physique du soleil dans le système climatique et les fluctuations d'énergie solaire qui peuvent avoir un impact sur le système climatique, en fait l'impact de ces fluctuations est détectable dans certains cas, mais ne dépasse pas 0,1 degré de réchauffement à l'échelle planétaire avec des fluctuations. Et donc ça ne peut pas expliquer l'ampleur des réchauffements tels qu'on les observe, dans la mesure où d'autant plus cette ampleur de réchauffement est compatible avec la compréhension physique de l'impact du dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre sur le bilan énergétique de la planète et donc sur le réchauffement constaté. Non, le GIEC est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Le GIEC travaille sur commande des États et les auteurs du GIEC sont sélectionnés par le bureau du GIEC qui est composé à la fois de représentants des États et de représentants de la communauté scientifique sur la base de leurs travaux scientifiques. Et donc le GIEC finalement ne fait rien que de synthétiser l'état des connaissances et l'état des connaissances étant lui-même produit par la communauté scientifique. Et dernière chose, l'ensemble des rapports du GIEC sont soumis à une relecture poussée et répétée pendant les processus d'élaboration. Le rapport pour lequel j'ai travaillé a été 2 fois mis à disposition du public de façon confidentielle, mais mis à disposition de l'ensemble des personnes qui souhaitaient pouvoir lire ce rapport et faire des commentaires, et on est obligé de répondre à tous les commentaires. Donc les commentaires pertinents, les commentaires qui font état d'une connaissance dont il faut tenir compte, sont toujours pris en compte, et donc de ce fait-là, on ne peut pas considérer le GIEC à la solde de tel ou tel groupement d'intérêt. On sait déjà que la diversification des activités touristiques, c'est un moyen de faire face à la raréfaction de l'enneigement qui permet d'être plus équilibré sur les différentes périodes de l'année pour lesquelles l'activité touristique peut se développer, et que, évidemment, la diversification, la fiabilisation de la neige dans certains cas ne sont pas des démarches qui s'opposent, et globalement, ça devrait s'intégrer de mon point de vue dans une réflexion globale sur la façon dont on gère l'activité touristique en général, sachant par ailleurs que le tourisme, à l'échelle planétaire, ça représente à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et évidemment, le tourisme de montagne ne fait pas exception à la règle, dans la mesure où une bonne part de la responsabilité climatique du tourisme provient des transports et des moyens de logement. Et c'est effectivement évidemment un axe sur lequel il faut travailler pour l'intégrer de façon réaliste et intégrée et cohérente entre l'adaptation aux impacts déjà observés et l'atténuation des effets en jouant sur les causes du changement climatique à long terme.